Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. J'ai eu la mine basse et foiré dans mon lit, le marathon qui passe, puis moi je reste ici. J'aurais tellement voulu souvent une main d'un cheveu. On m'a ramassé à petite cuillère. J'ai eu la face d'un branche, j'ai eu le dos à terre. Et toujours, j'avoue, toujours, je reviens vers vous. Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. Dans son livre « Le mythe de la normalité », le médecin canadien Gabor Maté raconte qu'à un moment donné, il était dans un restaurant à Oslo avec le psychologue allemand Franz Rupert. Puis de la manière qu'ils décrivent le restaurant, on dirait que c'est une ambiance de cage au sport. Il dit qu'il y avait de la musique pop au volume maximal par tous les haut-parleurs, puis qu'il y avait des gros écrans de TV sur tous les murs qui diffusaient des émissions différentes. Puis Gabor Maté, en criant, demande à Franz Rupert « C'est quoi ce bruit-là? Ça n'a donc même pas de bon sens. » Puis Franz Rupert secoue la tête avec exaspération, hausse les épaules, puis répond « Trauma. » Et là, ouvrez les guillemets, je vous lis carrément l'extrait du livre de Gabor Maté. Ce que Rupert entendait par là, c'était simplement que les gens cherchaient désespérément à se fuir. Si le traumatisme implique une déconnexion du soi, il est logique de dire que nous sommes collectivement inondés d'influences qui exploitent et renforcent nos traumas. Les pressions professionnelles, le multitasking, les réseaux sociaux, les notifications de tout genre, la multiplicité des sources de divertissement. Tout est fait pour nous pousser à nous perdre dans des pensées, des activités frénétiques, de divertissement, des gadgets et des conversations insignifiantes. Nous courons après des objets de toutes sortes qui nous attirent, non pas parce qu'ils sont nécessaires, ou inspirants et exaltants, ou encore parce qu'ils enrichissent notre vie ou lui donnent du sens, mais simplement parce qu'ils étouffent le présent. Aujourd'hui, la conscience de l'instant fait peur. Le capitalisme tardif est expert dans l'art de répondre à cette crainte du moment présent. En fait, une grande partie de son succès repose sur le gouffre qui se creuse entre nous et le présent, notre plus beau cadeau, et sur les distractions artificielles et les produits factices
de la culture de consommation conçue pour combler ce vide. Là, c'est Charles qui parle. C'est fort. C'est fort, puis je suis 100% d'accord. On pourrait faire une toune avec ça. C'est fort, puis je suis 100% d'accord. Ouais, fait que, en substance, Gabor Maté puis Franz Rupert pensent que, à notre époque, on est tellement pas attiré par notre vie intérieure, par le moment présent qui nous fait peur, qu'il y a un gouffre qui s'est creusé entre nous et le présent pour nous en séparer, et que le capitalisme tardif a rempli ce gouffre-là de plein d'affaires pour nous éviter d'être en contact avec le présent, parce que le présent est trop douloureux. Les réseaux sociaux, les notifications de tous les genres, la publicité à tous les coins de rue, et la grosse musique forte puis les énormes écrans dans une cage au sport. Tout ça, c'est des signes du capitalisme tardif qui nous aident à avoir peur du présent et à s'en séparer. L'image que j'ai, c'est d'imaginer notre attention humaine comme un papillon de nuit, délicat. Puis quand il y a une grosse lumière électrique allumée, ça va être plus fort que lui. Il va aller se diriger vers cette lumière et s'y détruire, s'y brûler. Eh bien, les écrans de TV allumés 24 heures par jour sur les murs de cage au sport sont cette lumière qui attire notre attention hors de nous pour aller s'y brûler. Ça fait que notre attention est de moins en moins dans le moment présent, de moins en moins en nous. Et notre attention est comme enfermée dehors. Je vous lis la phrase qui m'a inspiré le titre. C'est une phrase tirée du livre « Méditer jour après jour » du psychiatre français Christophe André. Nos pensées sont courtes et pas toujours tournées vers le dedans, mais comme enfermées dehors par le tumulte et le chatoiement de ce monde factice. Fermez les guillemets. Les écrans sur les murs des cages au sport, c'est ça le tumulte et le chatoiement de ce monde factice qui enferme dehors notre attention. Puis j'aurais envie de vous dire que ça concerne bien du monde dans notre société, mais que moi, je suis hors de ça. Malheureusement, non. Je me relie à ça. Je m'identifie à ça. D'ailleurs, quand je suis assis dans un commerce puis qu'il y a un écran de TV, il ne faut jamais que je sois assis dans une direction où je peux voir l'écran de TV devant moi parce que sinon, je n'écoute plus la personne qui me parle. Je vais juste checker l'écran de TV. Je remarque que le papillon de nuit de mon attention s'en va directement sur la lumière qui flash, malheureusement. Et je remarque aussi que dans ma vie quotidienne, j'ai peur du moment présent. Le moment présent me fait peur, pas toujours, mais souvent. La phrase de Gabor Maté, « Aujourd'hui, la conscience de l'instant fait peur », je m'identifie à ça. Et il y a des parts de moi qui ont développé plein de trucs. Parce que ces parts ont peur du moment présent pour m'en séparer. Puis une grande partie de ces trucs-là, c'est soit d'être activé, donc être dans l'action constamment,
ou d'être distrait par des podcasts ou des livres audio. On va commencer par parler des podcasts et des livres audio. Comprenez bien qu'il y a aussi quelque chose là-dedans qui est très sain, dans le sens où j'ai, oui, une part curieuse qui a envie d'apprendre, puis en 2026, il y a des podcasts enregistrés par des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, des philosophes, des sociologues. Il y a des podcasts fascinants qui me font apprendre plein de choses. Et des livres audio, ben c'est des livres. Fait que par définition, il y a des affaires intéressantes. Le problème, c'est que souvent, la part de moi qui va peser sur play, sur le podcast ou le livre audio, c'est pas ma part curieuse qui a envie d'apprendre. C'est une part qui le fait peser sur play parce qu'elle a peur du moment présent et qu'elle utilise le podcast et le livre audio pour attirer mon attention loin du moment présent, vers le passé, vers un moment dans le passé où des gens ont parlé de concepts dans un micro. Et quand mon attention est orientée là-dessus, ben, je suis séparé du moment présent, qui fait peur à cette part de moi. Et dans ma manière de consommer des podcasts et des livres audio, il y a des petits indices qui me montrent à quel point c'est une stratégie de fuite, souvent. Premier indice, il m'arrive de transférer d'une distraction audio, comme un podcast audio, à une série Netflix. Aller écouter quelque chose là, sur un iPad, là, un film ou une série. Et quand je transfère entre les deux, je retiens presque mon souffle. Moi, j'avais vu ça un moment donné dans un dessin animé de Tintin, je pense, là, que Tintin est comme dans une grotte, puis là, la marée monte, puis ça fait qu'il est rendu dans une partie de la grotte où il y a une bulle d'air, mais pour se rendre dans une autre partie de la grotte où il y a une autre bulle d'air, il faut qu'il passe en dessous de l'eau puis qu'il retienne son souffle. Fait que là, il est comme « Oh my God, OK, là, je suis dans une petite poche d'air. » Je reprends mon souffle. Puis là, il nage en dessous de l'eau en retenant son souffle pour se rendre à une autre partie de la grotte où il y a une autre poche d'air. Bon. Moi, là, il y a certains moments dans ma vie, pas tout le temps, mais il y a certains moments où le moment présent est tellement inconfortable à cause de la douleur physique puis des émotions associées que quand je passe d'un podcast à une série Netflix, je vais attendre au dernier moment pour transférer entre les deux. Je vais continuer à écouter mon podcast. Je vais tout m'installer, mon petit coussin chauffant, mettre l'iPad devant moi, m'installer confortablement, aller me chercher un verre d'eau pour être prêt à partir directement à mes séries Netflix dès que j'arrête le podcast. Parce que le moment entre les deux, où je retrouve seul avec le moment présent, dans le fond, je suis plus distrait, me paraît comme ce moment-là où Tintin nage entre deux grottes, je retiens presque mon souffle. C'est comme si le podcast et la série Netflix sont comme deux bulles d'air dans la grotte, puis entre les deux, il faut que je retienne mon souffle parce que le moment présent est tellement inconfortable et fait peur à une part de moi. Il y a quelque chose de triste là-dedans. Là. Je ne dis pas que c'est sain, là, mais je vous dis que c'est une des stratégies qu'une part de moi a développées pour me protéger de ce qu'elle juge menaçant, qui est le moment présent, quand mon anxiété est très élevée puis ma douleur est très élevée. Retenir mon souffle quand je passe d'une distraction à une autre. C'est la même chose si je vais voir un groupe d'amis. Maintenant, je vais voir un groupe d'amis à Québec, à la Ninkasi. Si ce soir-là, j'ai beaucoup de douleur puis d'anxiété, je vais avoir un podcast dans les oreilles jusqu'à la seconde où je pose ma main sur la poignée de porte de la Ninkasi. Je ne vais pas enlever mon podcast des oreilles au moment de descendre l'autobus s'il me reste 5 minutes de marche. Là. Es-tu malade, toi, là? Je ne vais pas être 5 minutes dans le moment présent
comme un ninja de pleine conscience. Non, non, je vais garder mon podcast sur mes oreilles jusqu'au moment où je vais mettre ma main sur la poignée de porte de la Ninkasi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de resto-bar à Québec. Je vais mettre ma main sur la poignée de porte, puis là, OK, fouf, je vais pouvoir sauter d'une distraction à une autre, de la distraction de mon podcast à la distraction d'être dans un lieu bruyant avec des amis, sans avoir à retenir mon souffle trop longtemps, parce que je vais attendre jusqu'à la dernière seconde avant de m'enlever les écouteurs de ses oreilles. C'est pas glorieux, là. C'est pas glorieux. Il y a une part de moi qui a développé cette technique-là pour m'éviter une souffrance qu'elle juge que je suis plus capable de prendre parfois. Parce que ça fait trop, avec la douleur chronique, puis les émotions associées. Même chose quand je m'endors le soir. Souvent, je vais écouter un podcast jusqu'à la dernière seconde où je m'endors. Parce que si je me couche, puis tout de suite, je suis dans le silence, ben je vais être en lien avec le moment présent. Puis ça, certains soirs, il y a une part de moi qui juge que c'est trop difficile, que le présent est trop douloureux pour que je sois en lien avec lui. Fait que je vais garder mon podcast avec mon téléphone à côté du lit, puis je vais l'écouter. Puis quand je vais avoir l'impression que je suis sur le bord de m'endormir, j'enlève le podcast, puis là, je m'endors. Fait que j'ai jamais besoin d'être en contact avec le moment présent. Il y a une part de moi qui est triste en vous disant ça, là. C'est pas l'idéal là, pour une vie humaine, on s'entend. Là. Mais si je suis honnête, c'est une stratégie que j'utilise, puis que j'utilise souvent, pour fuir le présent. Je vous lis une autre phrase de Christophe André, tirée du livre « Méditer jour après jour ». On pensait, on espérait trouver le calme, le vide. On tombe souvent sur un grand bazar, du tapage, du chaos. On aspirait à la clarté, on a trouvé la confusion. Parfois, méditer nous expose à l'angoisse, à la souffrance, à ce qui nous fait souffrir et qu'on évitait en pensant à autre chose, en s'agitant ailleurs. Fermez les guillemets. Je me relie à ça. Ce qui nous fait souffrir et qu'on évitait en pensant à autre chose. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle notre société a un rythme tellement effréné. On s'agite ailleurs pour éviter d'être exposé à ce qui nous fait souffrir. On met des écrans sur tous les murs des cages au sport pour éviter d'être exposé à ce qui nous fait souffrir, parce que notre attention est arrachée à nous-mêmes et enfermée dehors. Et c'est plus confortable que notre monde intérieur. Vous vous rappelez, dans l'autre paragraphe, ça disait notre lien à nous-mêmes reste souvent en friche, intériorité abandonnée. Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'en friche, c'est la manière dont on décrit un terrain agricole qu'on a laissé à l'abandon, puis que là, toutes les mauvaises herbes poussent, puis les roches ressortent pendant l'hiver, puis là, c'est rendu le bordel. Puis tu n'as plus envie d'aller l'entretenir. J'aime bien, pour moi, me représenter ça par la métaphore du jardin intérieur. Tu sais, notre jardin secret à l'intérieur de nous. C'est comme si, pour beaucoup d'entre nous, le jardin intérieur, on a perdu le contrôle. Le jardin intérieur est rendu tellement laissé à lui-même, on y passe tellement pas beaucoup de temps que les mauvaises herbes ont jacké jusqu'au plafond. Il y a même des ronces avec des pics-pics de toutes les sortes. Ça sent pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui sent pas bon d'un jardin, mais ça sent pas bon.
on n'a plus envie de passer du temps dans notre jardin intérieur parce qu'on l'a tellement négligé qu'il est rendu sans dessous en bordel. D'ailleurs, euh, le film d'animation de Pixar, Inside Out, qui raconte la vie intérieure d'un petit personnage qui s'appelle Riley, d'un enfant. En français, l'expression, c'est sans dessus-dessous. C'est ça la traduction de Inside Out. Sûrement parce que sa vie intérieure est un peu un bordel. Tu vois de quoi ça a l'air dans sa tête. Puis c'est sans dessus-dessous, effectivement. C'est chaotique. Beaucoup d'entre nous, je crois, ont arrêté d'entretenir leur jardin intérieur. Il y a de la mauvaise herbe, mon ami, qui a monté là-dedans. Il y a des pics-pics, il y a plein d'affaires, puis qu'ils n'ont plus envie d'y retourner parce que c'est tellement d'énergie refaire le ménage là-dedans qu'ils se disent « Fuck it, je vais fixer des écrans de games de hockey, de cage au sport à la place. Ça va être moins d'énergie. » Et je me mets pas au-dessus de ça. Moi-même, souvent, j'ai peur de mon jardin intérieur. Une part de moi en a peur et tombe en ligne, prend les commandes pour m'en éloigner, par plein de stratégies, les podcasts et les livres audio étant ma stratégie principale. Je dînais avec une amie récemment, puis elle me disait que son frère, quand il était jeune, il fallait qu'il dorme toujours avec de la musique forte. Puis quand quelqu'un arrêtait la musique, ça le réveillait. Fait qu'il avait comme besoin d'avoir de la musique forte en permanence pour dormir. Et j'y vois un peu la même chose. Le fait de dormir avec de la musique fait qu'on n'a pas besoin d'être connecté à ce qu'on vit. Fait qu'on est arraché à ce jardin intérieur chaotique pour être tiré hors de nous, enfermé dehors. Et c'est plus confortable, être enfermé dehors. Une de mes autres stratégies pour m'enfermer dehors, en plus des podcasts puis des livres audio, pour moi, c'est l'action. C'est de me garder activé. Je vous lis une autre phrase du livre Méditer jour après jour, du psychiatre Christophe André. Ouvrez les guillemets. L'addiction à l'action et au mouvement est une des grandes pathologies de notre époque. Nous agissons pour ne pas ressentir. Nous faisons pour ne pas être. Fermez les guillemets. Ça me parle beaucoup. Agir pour ne pas ressentir, ça me parle beaucoup. Je me relie à cette phrase. Quand j'étais aux études supérieures, je me rappelle clairement que les pires moments de mon année, en termes d'anxiété, année après année, c'était les semaines de relâche et le congé de Noël. Je savais, année après année, que je redoutais les vacances parce que sans le cadre scolaire, j'étais pas capable de me maintenir dans l'action à une vitesse assez élevée pour semer mes émotions, pour fuir mes émotions. Pendant la session, j'étais capable. J'étais tellement activé dans des projets d'un bord puis de l'autre à l'école que je pouvais semer mes émotions. Il n'était pas capable de me rattraper. J'étais trop activé. Mais là, sans le cadre scolaire, mettons en congé de Noël, je ralentissais un peu quand même. Et là, mes émotions réussissaient à me rattraper. Et ça faisait mal. Oh, tabarouette! Ça faisait mal parce que je n'étais pas équipé pour les accueillir, ces émotions-là. Puis je sombrais souvent dans des périodes assez sombres au niveau de la santé mentale. Je devenais très anxieux. J'avais hâte de retourner à l'école pour peser sur le gaz pendant la session, rembarquer dans la course et fuir, semer mes émotions. Et donc cette stratégie-là d'addiction à l'action, c'est aussi effectivement une stratégie à laquelle je me relie, qui me permet
d'être enfermé dehors par la vitesse à laquelle je me déplace. Et je pense que dans notre société, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont un rythme effréné, que eux-mêmes et elles-mêmes me disent est trop rapide. Ils sont trop loadés, ils n'ont pas le temps. Ça se peut qu'une partie de la cause de ce rythme effréné-là, sans s'en rendre compte nécessairement, ça peut être tout à fait inconscient, c'est de fuir par l'action la douleur du moment présent. Fait que j'utilise des trucs pour sécuriser la part de moi qui a peur d'entrer en lien avec le présent. Un de ces trucs-là, ça va être d'un fois d'utiliser des méditations guidées. Christophe André, justement, a beaucoup de méditations guidées sur YouTube. Puis sa voix rassure un peu une part de moi. J'ai comme l'impression d'aller visiter mon jardin intérieur un petit peu accompagné par Christophe André. Fait que ça fait moins peur. Une autre stratégie que j'utilise, c'est méditer à plusieurs, à 2, à 3, à 4. Vers 2018-2019, j'avais développé un groupe de méditation de pleine conscience à Québec qui s'appelait La Vie Mindful. C'était comme un jeu de mots, là, Mindful, M-I-N-D-F-O-U-L-E, fait comme un groupe de gens. Et La Vie Mindful organisait au début une soirée de méditation par semaine. Puis après ça, on avait monté à 2. Puis éventuellement, on faisait 3 activités. C'était pas juste de la méditation, là, mais on allait à la rencontre de nos vies intérieures en gang. Parce que tout seul, ça me faisait trop peur. Puis c'était plus sécurisant pour moi d'aller explorer mon jardin intérieur quand je me savais entouré par des personnes en qui j'ai confiance. Puis ça a été la période dans ma vie où je méditais le plus et de loin. Ça m'a fait du bien en tabarouette. Fait que je vous souhaite de prendre soin de vous, d'aller visiter, faire du ménage, guérir votre jardin secret. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, si comme moi, il y a une part de vous qui a trop peur et qui vous en sépare par la distraction ou l'action, faites-le avec d'autres. Méditez entre amis, donnez-vous de l'écoute mutuellement. Faites-le ensemble. Comme quand on déménage et on fait de la peinture, là. Tout le monde va aider une personne à déménager pour faire de la peinture parce que c'est bien plus motivant ensemble. Puis après ça, on va aider l'autre personne à déménager pour faire de la peinture dans son propre appart. Bon, ben, allez vous chercher du support pour prendre soin puis aménager votre jardin intérieur. Parce que vivre enfermé dehors, ça marche un bout de temps, mais c'est pas ça la vie humaine. Vivre enfermé dehors, c'est vivre guidé par la peur. C'est vivre à partir d'un espace de peur. C'est ça, parce que la part de nous qui nous tient enfermés dehors, elle le fait parce qu'elle a peur. À partir du moment qu'on est capable d'aller accueillir cette part-là, puis de faire « Hey, je le sais que c'est tough pour toi, je le sais que tu as peur d'aller regarder en dedans. On peut-tu s'asseoir ensemble et essayer de se trouver des stratégies pour te sécuriser? » Par exemple, le support de l'écriture et d'un journal intime. Par exemple, l'écoute d'un ou une amie en qui on a confiance. Par exemple, aller méditer en groupe. Et bien là, tranquillement, on passe d'un modèle de vie basé sur la peur, où on vit à l'extérieur de nous, à un modèle de vie basé sur le courage, où on va, au moins par moment, vivre à l'intérieur de nous.
Et ça nous permet de vivre non pas à partir d'un espace de peur, mais d'un espace de sens. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, pour vrai, si je ne suis pas tiré par le bout du nez, par la peur de mon intériorité? Il y a une nouvelle publiée d'abord en italien par Dino Buzzati, qui s'appelle Le K majuscule, et qui parle d'un marin qui, pendant toute sa vie, était couru après par un monstre. Et le marin, c'était un capitaine de bateau, et il se promenait sur les mers, et il voyait au loin toujours un monstre marin qui lui courait après. Et il fuyait, il fuyait, il fuyait. Toute sa vie était basée sur le fait de fuir ce monstre marin, de ne jamais ralentir, d'être dans une action constante, de le semer, ce monstre marin. Et à la fin de sa vie, le capitaine sent qu'il va mourir bientôt. Il est sur la terre. Il prend une petite barge avec des rames, puis il rame vers l'océan. Il va à la rencontre du du monstre marin. Puis il dit au monstre, « Hey, là, on va arrêter de niaiser. Là. Tu m'as couru après toute ta vie. Je m'en vais mourir de toute façon. Tu peux me tuer, tu peux m'avaler. » Et à sa grande surprise, à ce moment-là où il arrête de fuir le monstre marin, le monstre, en fait, lui dit, « Hey, pourquoi tu te sauvais de moi tout ce temps-là? Je voulais te remettre la perle de la mer, qui est une perle qui apporte à celui ou celle qui la possède chance, puissance, amour et paix de l'esprit. » Et donc, pour moi, notre vie intérieure, c'est ça. Tellement souvent, je suis en train de la fuir parce qu'une part de moi a peur. Et les quelques moments où je suis capable de me retourner, et peut-être avec le support d'un ami ou d'une amie ou d'un groupe, faire face à mon monstre marin intérieur, je me rends compte en fait qu'il ne me veut pas du mal, il me veut du bien, puis que c'est peut-être même là que je vais trouver le plus de salut ici-bas sur Terre, dans le fait de me retourner et d'aller à la rencontre, d'arrêter de fuir mon intériorité. Fait que je vous souhaite de trouver comment négocier avec cette part de vous qui fuit pour cultiver chez elle de la confiance, de la sécurité, pour aller à la rencontre de votre cas intérieur et voir c'est quoi le cadeau qu'il veut vous donner. Vous écoutiez le podcast Prendre soin avec Charles Auguste. Je vous fais un peu de guitare.